y a des Russes, pour des raisons évidentes, les Russes n'étaient pas très très fans des nazis, mais il n'y avait pas que des Russes rouges dans la résistance en France, il y avait aussi beaucoup d'anciens royalistes qui avaient fui leur pays, qui s'étaient réfugiés en France, et les deux camps ont pris part dans la résistance française. Il y avait énormément de nationalités différentes dans la résistance française, et donc il y avait énormément de nationalités différentes sur le plateau des guerres. Il y avait plein de Polonais, parce qu'il y avait une grosse diaspora polonaise en France, notamment dans les mines. Ils n'étaient pas particulièrement ravis que leur pays était envahi par l'Allemagne. Il y avait des Espagnols. Normal, il y a plein de Français qui sont allés se battre aux côtés des républicains espagnols contre Franco. Maintenant, il y a des Espagnols sur le plateau des guerres. Et il y avait même des Allemands et des Autrichiens qui venaient de groupes antifascistes. Et au bout de quelques semaines, ils sont presque 500 sur le plateau. Et ça a beau être 35 groupes différents, avec chacun leurs objectifs et leur hiérarchie et leurs ordres, ils s'entendent parfaitement bien. Et ils patrouillent ensemble pour que la milice et la police, qui maintenant les encerclent complètement, ne puissent pas monter sur le plateau. Et alors que leur situation est mauvaise, ils sont entièrement encerclés, et même s'ils reçoivent les armes, qu'est-ce qu'ils en feront une fois qu'ils seront complètement encerclés? Malgré le fait que la situation a l'air vachement sombre, le moral est excellent. Peut-être parce qu'ils rêvent de ces armes depuis des années, peut-être parce qu'ils entendent des rumeurs qui disent que bientôt les Américains vont débarquer à l'ouest et qu'ils ont juste à tenir quelques mois. C'est en mars 30 gros. C'est là que vont devenir encore plus incroyablement importants tous ces gens qui font partie de la résistance, mais qui ont encore leur job de tous les jours, qui n'ont pas disparu dans la nature, qui se font passer pour des civils ordinaires, mais qui aident en secret. Déjà, si personne crève de faim sur le plateau, c'est en grande partie parce que les gens du service des eaux et forêts montent par des routes improbables que personne ne connaît pour ramener à manger. Il y a un paysan de la région, une fois, qui a réussi à nourrir le plateau pendant quelques jours parce qu'il est passé derrière la police sur un chemin de montagne avec 25 vaches. Et outre la nourriture, ils arrivent à communiquer avec le monde extérieur et à dire aux Anglais qu'on est toujours là, envoyer les armes, grâce à tous les messagers qui sont dans la région. Et c'est très souvent des femmes d'ailleurs, à bicyclette. À chaque fois qu'il faut bouger une information, un message, de l'argent, voire une arme pour quelqu'un, c'est une messagère à bicyclette qui s'en charge. Elles se font contrôler une fois avec un truc qui appartient à la résistance, elles sont torturées puis déportées. Et elles n'ont pas d'escouade avec elles pour les protéger si ça tourne mal. Et elles font des centaines de ces missions. Statistiquement, c'est probablement les membres de la résistance qui risquent le plus souvent leur vie. Colette et Louise Perriès, par exemple, c'est deux filles d'un village du coin qui ont fait des centaines de ces missions pendant toute la résistance. Et parfois, elles déplacent quelque chose d'encore plus dangereux qu'une arme ou une info. Elles déplacent des gens. Genre par exemple, quand un pilote anglais se fait abattre au-dessus de la France, que la population arrive à le récupérer in extremis avant que la police arrive et à le cacher. Quand quelques semaines après, il s'est suffisamment remis et il est prêt à passer la frontière, qui c'est qui tape à sa porte pour venir le chercher? Louise Perriès. Et le plan pour sortir de France est simple. Il faut se balader dans les champs qui font la frontière entre la France et la Suisse. À 8h du matin, les Allemands essayent de monter pour la première fois par l'Avouillon, au nord-est, ici, et au même moment, la milice essaie de monter à l'ouest par le col de l'Enclave. Et dans les deux cas, les défenseurs, qui ont passé la nuit sous la neige avec des couvertures et qui sont déjà en place, les repoussent. Et puis à 9h, la Luftwaffe fait constater qu'il n'y a pas de défense antiaérienne sur le plateau du tout. Bombarde tout. Tous les chalets, tous les abris, toutes les réserves, tout ce qui dépasse sur le plateau explose. Juste après l'Allemand et à prendre leur matériel, elle va faire exploser les commissariats pour récupérer les lettres de dénonciation qui sont à l'intérieur. Elle va faire dérailler les trains parce qu'ils transportent des trucs pour Hitler. Mais c'est pas juste cette unité. Ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines après, on entend parler d'un autre groupe, près de Thônes, de l'autre côté de la vallée, qui fait exactement la même chose. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ils n'ont pas tous été oubliés, mais ils en ont tous entendu parler. Le mouvement, à partir de printemps, prend énormément de force. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, ce sera plus possible pour le Troisième Reich de faire passer un train en Haute-Savoie. Il y a 25 locomotives qui ont été déraillées dans la région en 1944. C'est-à-dire que quand l'été arrive, Hitler sait que ça ne sert à rien d'envoyer un train dans cette région, il ne va pas passer. La production, pareil. Le truc le plus important pour Hitler en Haute-Savoie, c'est la SRO. C'est la plus grosse usine à Annecy. Un truc immense avec des centaines de travailleurs dedans. Ils font des tanks pour la Wehrmacht. Les Alliés essayent de détruire la SRO depuis le début de la guerre. Il est là pour rappeler que la Haute-Savoie s'est libérée toute seule. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.